Salut à tous, ici Carl. Aujourd'hui, on va regarder ensemble c'est quoi l'anatomie d'un serveur et qu'est-ce qui le différencie par rapport à un ordinateur normal. Parce que oui, essentiellement c'est un ordinateur, processeur, mémoire, etc. Mais il y a beaucoup de petites choses qui font en sorte que c'est des ordinateurs beaucoup plus haut de gamme et qui sont en mesure d'offrir des services 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et ce sans arrêt. Normalement en production, on serait capable d'ouvrir un serveur comme ça lorsqu'il est allumé. Dans ce cas-ci, je l'ai débranché pour la vidéo pour pouvoir vous montrer toutes les composantes sans affecter aucun service. De toute façon, ce n'est pas un serveur qui est en production pour l'instant. Donc, j'ai débranché le serveur. Dans notre cas, on n'a pas encore les fils assez longs pour tirer les serveurs sans pour autant les débrancher. Donc, j'ai dû les débrancher. Essentiellement, on ouvre l'armoire. Puis, dans une autre vidéo, je pourrais vous montrer comment les mettre dans le rack. Mais pour les tirer temporairement, on tire le serveur simplement comme ça. Et voilà, on a une petite boîte qui sort. Essentiellement, ça c'est un serveur. Ici, c'est un serveur de 2 U, de 2 unités dans un rack. On a des racks de 42 U. Encore une fois, c'est des détails que je peux vous montrer dans une autre vidéo. La première chose pour ouvrir le serveur, c'est ouvrir ça ici. Il y a une petite clé qu'on peut faire mettre là pour barrer, mais bon, on va pas le faire pour aujourd'hui. Ça, c'est un Dell R710 génération 1, je pense. Je pense pas que c'est pas la génération 2, il faudrait que je regarde. Essentiellement, on enlève le panneau. Et on le met de côté. On a une meilleure vue à l'intérieur du serveur. Vous allez voir que c'est vraiment pas commun, mais les personnes qui ont déjà monté un PC, ils vont commencer à se reconnaître peu à peu. On va voir à l'avant nos disques durs, ensuite les ventilateurs, les processeurs et la mémoire, les alimentations et toute la connectique et les slots PCIe. On va commencer de l'avant vers l'arrière. Essentiellement à l'avant, vous allez voir que on a les disques durs, ils peuvent se mettre et s'installer vraiment facilement. Ici, j'ai mis des SSD. Voilà. C'est des Samsung 860 Evo de 500 GB. On va commencer par ça parce qu'ici, c'est un serveur en milieu de gamme. Au lancement du data center, ça va être ce serveur-là qui va les offres les plus haut de gamme, mais on commence lentement. On a un autre serveur qui arrive à être plus performant pour les offres plus haut de gamme, plus haute en fréquence, SSD plus performant, etc. Mais ça reste que c'est une machine qui est quand même assez performante pour ce qu'elle va faire. On va voir deux SSD qui vont aller en RAID 1. Essentiellement, c'est une copie, donc même si un disque tombe, les services sont quand même disponibles. Ensuite, on voit les ventilateurs. Vous allez voir qu'il n'y a aucun autre ventilateur, à l'exception que dans les alimentations, d'où le fait que ces ventilateurs-là sont très puissants et très bruyants. Tout ce qui est orange dans le serveur, on peut l'enlever pendant que le serveur il tourne, donc un changement à chaud. Tout ce qui est bleu, on peut l'enlever facilement, mais il faut éteindre le serveur, sinon on risque un peu la catastrophe. Donc pour enlever ces petits ventilateurs-là à chaud, on peut simplement les tirer comme ça. Et voilà, si jamais ce ventilateur-là tombe, eh bien on va être averti dans la console, puis on peut simplement les changer pendant que le serveur tourne. Il ne faut pas les laisser ouvert comme ça pendant qu'il tourne trop longtemps, mais c'est faisable. Sinon, on peut enlever la rangée au complet avec les deux barres bleues que ici et là. Plus loin à l'arrière, on a un serveur ici double processeur. Donc on a deux processeurs 4 cœurs 8 threads jusqu'à 3.7 GHz, je crois, avec 96 GB de RAM. C'est beaucoup en termes d'ordinateur, mais en termes de serveur, bon, c'est pas tant que ça 96 GB de RAM. Ça va être assez rapidement rempli, croyez-le ou non. En plus, c'est des processeurs 4 cœurs 8 threads. Le serveur, en fait, il n'est pas ici, il est encore dans notre entrepôt. On a des serveurs qui ont des 6 cœurs 12 threads par processeur et d'autres serveurs qui ont des 8 cœurs 16 threads. Donc, c'est pas le plus gros. Et le serveur qu'il y a là, c'est pas à nous, en fait, c'est à nous, mais on loue à notre compagnie. C'est un Dell R910, il y a 4 processeurs dedans. Donc, 2 processeurs, c'est pas énorme non plus. Vous allez voir que c'est de la mémoire ECC. La mémoire ECC, c'est la mémoire qui corrige les erreurs. Essentiellement, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de puces que sur une barrette normale. C'est vraiment spécial et le focus, je ne veux pas se faire, mais détail. Essentiellement, c'est que parfois ça va arriver où est-ce que le serveur, il fait des erreurs. Puis, il faut parfois ces erreurs de mémoire-là, il faut pas que ça affecte, les données, parce que les données qui sont critiques, c'est un serveur. Donc, il va détecter s'il y a une erreur dans la mémoire via un processus, je pourrais vous expliquer dans une autre vidéo parce que c'est assez complexe. Puis ça s'assure qu'il n'y a pas de données qui se rentrent dans les données, d'erreurs qui se rentrent dans les données. Ici, on a les deux radiateurs qui sont passifs parce qu'on a les ventilateurs à l'avant. Ils sont quand même gros.
Puis voilà. Au passage, la mémoire, c'est de la DDR3 ECC. Ensuite, on va voir, la carte de RAID n'est pas encore là. On l'attend encore pour les SSD. C'est une carte de RAID qui va permettre de prendre un câble SAS qui va partir de la backplane ici. C'est un PCB alimenté qui possède des connecteurs SAS. Je ne sais pas si c'est capable de le voir. Juste ici. Ce connecteur-là, c'est un connecteur SAS. Il y en a deux. Il y en a un autre juste ici. Ils vont avec des fils à l'arrière, puis la carte de RAID qui va s'occuper du dupliquage, comme je disais, qui va être en RAID 1, qui va être en miroir. C'est cette carte-là qui va s'occuper de ça. Puis cette carte-là possède un autre fil qui va être alimenté par la batterie. Donc si le serveur perd l'alimentation, ce qui est très rare du moins, eh bien cette batterie-là va s'assurer qu'il n'y a aucune donnée de perdue qui sont dans la cache de la carte. Voilà, donc cette carte RAID-là va être dans la slot PC juste en bas là. Puis, dans le fond, on a 4 autres slots PCIe physique 8X, mais je pense qu'au niveau électrique, ils sont 4X. Donc, ça vous permet de mettre des cartes réseau, des SSD NVMe, un peu de tout honnêtement, sauf des cartes graphiques parce qu'on n'a pas de connecteur. Non seulement le connecteur n'est pas de la bonne taille, mais aussi on n'a pas de connecteur d'alimentation tiers. Quoi que vous pourriez mettre une carte qui a une très faible bande passante. Pour le reste, on va faire le tour à l'arrière du serveur, mais pour ce faire, on va d'abord remettre le couvercle du serveur. Pour le repousser, c'est très simple, c'est sur déroulement à billes. Donc, voilà. En plus, on peut même plus le retirer. Il faut lever les petits locks comme ça et pour être en mesure de retirer le serveur. On se retrouve à l'arrière, c'est le vrai bordel en ce moment. On n'a pas encore tant de cable management que ça de fait. Parce qu'on attend les câbles à bonne longueur, c'est juste des câbles de base pour faire la mise en place de l'infrastructure. Avant de rentrer en production, on va tout nettoyer ça, ne vous inquiétez pas. À l'arrière, on a un port iDRAC. Un port iDRAC, c'est quelque chose de propriétaire à Dell, mais qui est un processus qui est public en fait. Le IPMI, en fait le iDRAC, c'est juste l'implémentation propriétaire de l'IPMI en général. L'IPMI, c'est la gestion via le réseau. Donc, si je branche cette interface-là et les alimentations, je peux démarrer via en SSH ou via une interface web, le serveur, l'éteindre, voir le statut des alimentations, bref, tout voir. Essentiellement, c'est un tout petit ordinateur à lui seul, il a sa propre mémoire, son propre processeur, sa propre interface réseau qui permet de tout voir de façon indépendante. Ça vous dit les erreurs du serveur, c'est vraiment bien foutu. Juste à côté de ça, on va avoir port série, port VGA, 2 ports USB, 4 ports gigabits. 4 ports gigabits, c'est suffisant. Pour l'instant, du 10 GB, c'est pas encore un besoin. Si on passe à du SSD NVMe, ça pourrait être pratique. Et 2 alimentations. Vous allez voir que ces alimentations-là, juste une suffit, mais pour la redondance, vous irez voir ma vidéo à ce sujet-là, il en faut 2. C'est une alimentation de 870 watts. Voilà, ça fait le travail. Alors que ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, c'est quand même petit pour 870 watts, mais c'est seulement du 120 ou 240 volts vers du 12 volts. Ça fait pas de 3.5, ça fait pas de 5 volts, c'est que vers du 12 volts. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus petit pour sa taille, en fait pour sa capacité plutôt. Puis voilà, donc ça c'est qu'est-ce que la connectique du serveur possède. Bon, maintenant que vous avez une bonne idée des composants du serveur, les personnes qui sont assez habituées de monter des PC, vous allez remarquer que bon, il y a beaucoup de choses qui changent par rapport à l'ordinateur de base, mais les personnes qui n'ont pas nécessairement l'habitude de monter un PC, pour vous, c'est juste des connecteurs et des PCB, des composantes, sans pour autant avoir des importances très spécifiques. Je dirais que ce qui va vraiment différencier un serveur, c'est la qualité des composantes. On a déjà démonté quelques serveurs comme ça pour en tirer des composantes, pour remplacer des composantes. Tout est lourd de qualité. Juste une carte mère de serveur comme ça, ça fait 3 ou 4 fois le poids d'une carte mère normale d'ordinateur. Ils ont tous des backplates en métal, ils ont tous des PCB en plastique très épais. Tout est de meilleure qualité, tout est fait pour être plus solide. Donc ça va être très important pour la durée de service parce que ces genres de composantes-là, une fois qu'ils sont allumés pour toujours et travaillent tout le temps, 24 heures sur 24, donc c'est très important. Par la suite, les 2 alimentations, vous irez voir ma vidéo sur la redondance, on part de 2 alimentations électriques différentes et on va voir 2 alimentations différentes, dans le meilleur des cas bien entendu.
Puis ça va permettre d'avoir une intervention ou une panne sur un réseau électrique en entier et qui faire en sorte que le serveur est quand même disponible parce que chacune des augmentations est suffisante pour faire tourner le serveur. C'est vraiment impressionnant. On peut littéralement enlever une plug, puis ça fonctionne encore. Maintenant que je dis ça, j'ai vraiment le goût de tester, donc je vais vous le montrer. On va le tester sur le serveur du bas ici parce qu'il est déjà branché, puis il y a déjà une OS installée dessus. Donc on va l'allumer. Ça fait pas trop de bruit celui-là, c'est pas si mal. Le serveur démarre. On n'a pas besoin d'attendre que l'OS soit démarré, on peut y aller tout de suite à l'arrière. À l'arrière, on voit bien que nos deux alimentations y tournent. On voit les deux petites lumières vertes. On voit que la lumière de statut du iDRAC est bleue, ce qui signifie que tout est correct. Puis bon, on va faire simulation de panne, on va débrancher l'alimentation là. Bon, vous remarquez de 1, le serveur tourne encore, ben vous le voyez pas, mais on l'entend, il tourne encore. Puis, ben en fait, on peut le voir ici, les petites lumières bleues des interfaces qui clignotent encore de l'activité réseau. Puis, ben, par contre, la lumière orange est allumée, disant qu'il y a une panne physique. Bon, on va simuler que cette alimentation-là est plus bonne. On va débrancher, sortir l'alimentation. Le serveur tourne encore, hein, au passage, hein, on va aller, je peux vous le montrer, on va aller voir à l'avant. Le serveur tourne encore, bon, il y a une erreur sur l'interface, mais sur l'interface LCD, mais les disques durs, ils clignotent encore, hein, il y a encore d'activité. Ça tourne encore bien. Donc, on va aller brancher notre deuxième alimentation. On va la prendre ici. Je ne sais plus c'était laquelle que j'ai enlevé. Je pense que c'est celle-là. Bref, peu importe, c'est pas nécessairement important. En réalité, les deux fonctionnent. Hein. On remet notre autre alimentation. Pendant que le serveur tourne encore, comme s'il y avait des utilisateurs, on branche l'alimentation correctement. Juste comme ça. Ici, non, de l'autre côté. Et on vient le brancher sur une deuxième source d'alimentation ici. On va prendre celle qui est identique. Ça. Et voilà, la petite lumière verte est allumée. Puis ici, on retourne voir à l'avant. Le serveur devrait devenir bleu. Et voilà, exactement. L'interface est bleue, tout est correct, c'est super. Alors, ces fonctionnalités-là que je vous ai montrées, c'est vraiment la même chose sur tous les serveurs. C'est juste avec des arrangements différents. Ici, on a deux disques, j'ai deux disques SSD. Ici, un RAID 6 de disque dur plus un prêt pour un remplacement à chaud. Bref. Ici, c'en est un qui a 8 disques à la place de 6, un R510, un Dell R910. Bref, on a aussi un Blade Center qui va arriver, qui va aller dans le bas ici. Le Blade Center, c'est un sujet, une vidéo, une série même, juste pour cet ordinateur-là. Si vous allez voir, ce serveur-là, c'est vraiment impressionnant. C'est quoi un Blade Center? Je vous en parle pas trop pour tout de suite. Alors voilà, ça ressemble à ça, un serveur de composantes haut de gamme pour de la haute disponibilité. Oui, ça peut arriver que ça plante, ça reste comme n'importe quoi, n'importe quelle pièce mécanique ou électronique finit par briser un jour, mais on réduit les chances que ça arrive. Et même si ça arrive, par exemple, pour une alimentation, on a une redondance. Puis pour les clients qui payent très cher pour des machines hautement redondantes, eh bien, il y a 2-3 copies des machines virtuelles, parfois dans plusieurs serveurs dans le même rack, parfois à plusieurs endroits dans le monde. Bref, c'est des choses, c'est plein de possibilités honnêtement. Puis voilà, essentiellement c'est ça l'anatomie d'un serveur, des composantes haut de gamme. Puis ça ressemble pas mal à ça avec des processeurs. Ah oui, j'ai pas mentionné des processeurs Xeon. Des processeurs Xeon, c'est comme des i7 mais plus haut de gamme qui sont faits pour tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis voilà, ça ressemble pas mal à ça, nos beaux petits serveurs qui vont héberger les VPS et sites web, puis même louer comme serveur dédié selon la configuration. Donc voilà, ça ressemble pas mal à ça. C'est quoi un serveur? Pour certains, c'est rien de nouveau, mais j'ose espérer que pour plusieurs d'entre vous, vous allez avoir appris un petit quelque chose ou deux. Donc voilà, laissez-moi savoir tout ça dans les commentaires, puis ça me fera plaisir de discuter avec vous de vos questions et tout. Salut!